marche? Ah, Parfait. super. C'est génial, c'est génial. Mali Digui est raciste. Non, il faut faire le... Pourtant, le volet politique était extraordinaire. Quand Mali Digui ne connaît pas, il fait de la... Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Voilà, je vous remercie. Volet 2 de l'émission avec Mali Digui. Voilà. Oui. Bonjour, chers amis de partout dans le monde. Vous qui nous suivez depuis des mois. Comme vous le savez, Marie-Paul n'est plus étrangère sur Mali Digui. Exactement. Nous avons fait une première émission la veille de l'annonce, disons, la veille du procès en appel. Oui. M. Laurent Gbagbo en compagnie de notre concert Françoise, une grande amie de l'Afrique. C'est ça. Et qui nous avait accueillis ces jours-là et puis qui m'a aidé à préparer l'émission et puis qui a fait effectuer l'émission avec moi. Ouais. Et puis on était 2 contre 1. Et je crois que j'avais quand même tenu mon rang, hein, si je ne m'abuse. Je signale, Marie-Paul est juriste. Donc aujourd'hui, nous allons encore, c'est le deuxième volet de notre émission spéciale sur la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que beaucoup d'Africains décrivent la CPI depuis des années et tout ça. Et puis le volet juridique aujourd'hui, ça va concerner la liberté conditionnelle de M. Laurent Gbagbo. Exactement. Marie-Paul, nous vous remercions au nom de toute l'équipe Mali Digui. Je ne sais pas, je vous vois, je ne sais pas trop. Donc, ne me dites pas que vous êtes quand même perturbé quand même. La couleur a été annoncée par ma sœur. Exactement. Maëlie, donc, exactement. Merci de nous avoir accueillis chez vous, dans votre charmante demeure. Merci. Quoi vous inspire cette liberté conditionnelle déjà, juridiquement parlant, pour éclairer nous autres profanes et puis nos téléspectateurs qui ignorent peut-être les tenants et les aboutissants de cette liberté conditionnelle? Bon, écoutez, déjà je vous remercie, hein, je remercie la chaîne Mali Digui de donner l'opportunité de s'exprimer sur un sujet. Lorsqu'on se tague d'être un panafricaniste ou un panafricaniste, on se doit d'explorer et de comprendre tout ce qui concerne les paramètres africains. Pas seulement de son pays, mais des sujets des continents africains qui sont vraiment dans des situations qui méritent vraiment l'attention de tous les Africains. Tout à fait. Je remercie l'Amazon Maëliba du volet politique parce qu'elle a déjà placé le contexte de quelque chose d'une situation très tendue déjà pour la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui peut me inspirer cette liberté conditionnelle? Personnellement, en tant qu'humaine, en tant que militante qui s'est battue pendant 8 ans pour que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Bélé-Gouté puissent acquérir la liberté, ça peut être un soulagement. D'accord? Comme elle a dit tantôt l'Amazone, c'est clair qu'à 73 ans, vivre dans un 10 mètres carrés, être embastillé, au bout de 8 ans, ce n'est même pas très drôle. Peu importe le combat qu'on mène. Sachant que Laurent Gbagbo n'est pas à sa première prison. D'accord? Donc depuis que ce monsieur milite depuis l'âge de 20, 23 ans, 25 ans, il en est déjà à sa 3e prison. Et celle-là, dans une humiliation constante. Très bien. Ainsi que le ministre Charles Bélé-Gouté d'ailleurs. Donc quelque part, on peut être satisfait. Maintenant, le côté juridique, moi, me pose un vrai problème. Moi qui ai appris le droit, moi qui pense que le droit, c'est la justice, c'est la balance. Lorsqu'on se présente devant une cour, c'est d'avoir effectivement devant une procédure, qu'elle soit accusatoire ou inquisitoriale, d'avoir les moyens de présenter son droit de défense. Et lorsqu'une cour décide que je suis un acquitté, lorsqu'elle prononce un acquittement, ça veut dire qu'aucune charge ne pèse désormais sur moi. Ça, c'est comme ça que moi, j'ai appris le droit. Aucune charge ne pèse sur moi. Lorsque le président Gbagbo rentrait à la cour pénale, ainsi que le ministre, il y avait 4 chefs d'accusation, y compris un fameux plan commun. D'accord? Il y a eu des avocats de certaines victimes qui ont été là.
82 témoins, aussi aberrants les uns que les autres, dont certains se sont transformés de charge à décharge. J'ai même un sourire de celui même qui à la fin voulait serrer la main du président Gbagbo. D'accord? Et à la fin, il y a une chambre de première instance qui statue, certes à la majorité, mais celle qui a été la voix dissidente s'est pliée à la voix de la majorité, disant qu'elle n'était pas contre la liberté. Pourquoi il y a eu un fondement très clair et très posé? Il n'est pas été démontré par la chambre du procureur, à qui revient la charge de la preuve, que M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé étaient, s'il vous plaît, responsables de toutes les charges de crimes contre l'humanité, ainsi que du complot qu'on leur demandait, qu'on disait dont ils étaient responsables. Rien n'a été démontré. Dossier vide, nul et non avenu. Alors, s'il vous plaît, c'était très clair. Comment pouvons-nous passer d'un acquittement suivi d'une libération immédiate, même les textes fondateurs de la CPI, donc le traité de Rome, ce fameux traité très contesté aujourd'hui, d'accord, qui dit que dès que la personne est en liberté, prenez l'article 82, l'acquittement veut dire que tu prends tes affaires et tu sors. Si je veux vraiment parler en termes basiques. Ça se fait dans toutes les juridictions. Extraordinaire cas de revirement jurisprudentiel à la CPI où des personnes acquittées, libération immédiate, sont détenues encore pendant 2 semaines, le temps d'un appel sur la décision. S'il vous plaît. Devant la chambre d'appel, ça s'appelle. Pas, s'il vous plaît, je répète aux gens que ce n'est pas un appel sur l'acquittement, mais l'appel pour savoir si ils étaient libérés immédiatement ou restaient en détention le temps de l'appel. D'accord. Voilà ce qui s'est passé là. Alors, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Si c'était Marie-Paul Babli qui se levait, on pouvait dire, oh, c'est une pro-Gbagbo. Parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une pro-Gbagbo. Une pro-Gbagbo, c'est quelqu'un qui défend Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a-t-il besoin de se défendre? Je suis quelqu'un qui prône la justice. La justice, vous êtes épris de justice. Je suis épris de justice. Et je le dis, et tant que ma voix portera, je dis que du début à la fin de ce procès, ça a été une calamité. Rien de juridique n'a été respecté. Et là, maintenant, c'est apparu à la face du monde. Plus personne ne peut contester que la CPI est une tribune politique. Parce qu'au fait, il y a même eu des accusations, disons, des révélations de Mediapart sur... Mais laissons le cas Mediapart. Des gros sous. Vous êtes dans le journalisme. Vous avez besoin de scandales pour vous rendre compte de ce qui se passe. Que Mediapart leur dit, ou que d'autres vont le dire plus tard, c'est des choses que nous dénoncions depuis belle lurette. Peut-être que nos voix ne portent pas comme Mediapart, certes. Mais Mediapart ne fait que conclure ce que nous avions dénoncé tantôt. Lorsque nous prenons quelqu'un qui est assigné en résidence ou en prison à Korogo, regardez la vidéo en 2011-2012 de M. Alassane Ouattara, qui dit qu'il avait envoyé à Korogo parce qu'il craignait pour sa sécurité et qu'il a préféré donc l'envoyer à la CPI, sans d'une part respecter les procédures. Parce qu'il y a une... On rencontre Ocampo, parce que lui-même le dit maintenant. Je n'ai jamais dit. Il faut rappeler quand même que la Côte d'Ivoire a ratifié le traité de Rome. Non, s'il vous plaît. Bon, Monsieur Ba, que les gens comprennent. Parce que là, aujourd'hui... Parce que ce volet-là est très très important, parce que la Côte d'Ivoire n'était pas encore signataire, si je me rappelle. Écoutez, lorsque nous faisons un traité, il y a des pays qui négocient toutes les clauses de ce traité. D'accord? Bien. Et ces pays, donc, vont décider de le signer. C'est-à-dire qu'ils vont y
pas vraiment y adhérer, ils le signent en espérant plus tard y adhérer. Ouais. Mais c'est-à-dire tout simplement que lorsqu'ils ont signé, les clauses de ce traité ne leur sont pas applicables. Maintenant, lorsqu'on le ratifie, toutes les clauses vous deviennent applicables. Donc, j'avais dit dans la première émission que le traité de Rome de 98 avait été signé par des pays mais non ratifiés, comme par exemple les États-Unis, d'accord, qui n'ont jamais voulu d'ailleurs le ratifier plus tard, même s'ils étaient partis des négociations. Et il y a des pays qui ont refusé d'ailleurs ni de le signer ni de le ratifier, comme la Chine et l'Inde. Et je vais parler tout à l'heure de la Chine, qui aujourd'hui, en voyant le procès Gbagbo, ne fait que dire, mais on a eu raison de ne pas rentrer dans cette usurpation de cours. Voilà un peu ce qui se passe actuellement. La Côte d'Ivoire avait signé et non ratifié. Voilà, je le répète, c'est lorsque... Non, mais c'est-à-dire que lorsque vous utilisez les termes, parce que si vous dites ratifier... Je ne suis pas juriste, mais je veux ça que je vous éclaire. Que vous nous éclairez, moi et mes auditeurs. Elle l'a signé et non ratifié. C'est lorsque le président Gbagbo a été transféré, s'il vous plaît, et je le répète, donc ça, en chaussures, pantalons et trucs dans le froid, ça, ce n'était pas légal. Précipita. Mais bien sûr que ce n'est pas. Qu'est-ce qui est légal dans Voilà, donc éclairez-nous davantage parce qu'en fait. Qu'est-ce qui est légal? Lorsqu'on veut prendre quelqu'un et le jamais ce genre de choses n'arrivent plus à mais ça sert effectivement, quand on vient s'asseoir devant des télés pour dénoncer cela, ce n'est pas parce que je veux exposer ma culture. Ce que je fais, des millions de juristes peuvent le faire. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas... Je ne peux même pas avoir la prétention de maîtriser le droit, non. Ce que je fais, c'est toujours de dénoncer. Comme le président Gbagbo l'a dit lorsqu'il a fait son audience devant la chambre préliminaire. Il a dit, moi je suis ici, donc je vais aller jusqu'au bout. Mais je parle pour que plus tard, les gens qui sont là-bas ne subissent pas ce que j'ai subi. Il faut toujours une première phase pour donner des leçons aux autres. Lorsqu'on prend quelqu'un pour le transférer à la cour pénale, il y a des règles procédurales à respecter. On passe devant un tribunal à Abidjan qui va ordonner le déferment. Même ça, ça n'a pas été fait. On prend quelqu'un, on le met dans un avion, en chaussures, en claquettes, et on l'emmène dans le froid. Très bien, première étape. Deuxième étape, devant la chambre préliminaire, lorsque le président Gbagbo s'exprime, la chambre préliminaire décide de poursuivre le procès tout en justifiant dans ses statuts écrits que nous n'avons pas, le bureau du procureur n'a pas assez de preuves dans ce dossier et que le dossier est quasi vide. Mais néanmoins décide d'aller en chambre de première instance. Et ça a mis combien de temps? C'est-à-dire 2011, 2016. 5 ans. 5 ans pour instruire un dossier. 5 ans pour que le procureur a cherché, soi-disant des preuves. Pendant ce temps, le monsieur était en prison. En détention préventive. En détention. 5 ans. Déjà, mais la procédure là, elle est complètement, c'est-à-dire vice de forme claire, nette. On n'a même pas besoin d'aller vers le fond. Rien que sous la forme, rien n'a été respecté. 5 ans. On arrive maintenant devant la chambre de première instance. On fait passer donc, s'il vous plaît, les témoins du procureur. 82. 82. Aucun n'a été capable de prouver ce que dont ces 2 personnes prévenues étaient accusées. C'est des témoins à charge. Qui devenaient à charge. Ça encore, on peut le dire. Mais s'il vous plaît, regardez très bien. Ces 2 personnes ont été acquittées sans que les témoins de la défense ne passent. Il n'y a même pas eu besoin de faire passer les témoins de la défense. Parce que les témoins, pour vous dire que, les témoins de l'accusation sont... Mais de toute façon, il n'y avait rien de consistant. Il n'y avait même pas besoin de poursuivre ce procès. D'accord. Bon, ce qui m'amène à ma deuxième question. Oui. On nous a dit qu'il y aura un procès en appel, raison pour laquelle la liberté conditionnelle a été donnée. Très bien. Et puis, les termes de la liberté, de cette liberté conditionnelle, finalement, étaient de les assigner dans un pays, voilà, membre du traité, disons, ayant ratifié le traité, le fameux traité de Rome. Oui. Donc, d'où
Ils ont évoqué les cas de la présence de la femme du président Gbagbo La femme. en Belgique et puis d'un enfant en Belgique pour Oui. l'amener là-bas. Le ministre Charles Blé Goudé, on ne sait pas finalement où. Bon, moi, je n'ai pas d'informations à ce stade du dossier, mais le procès en appel, que faut-il s'attendre? Écoutez, moi je ne sais pas sur un procès en appel. Moi, je parle des faits dont j'ai encore la maîtrise. Oui. Très bien. Lorsqu'on parle de liberté conditionnelle, Oui. ça veut dire tout simplement, on appelle ça une mesure d'aménagement des peines. Mhm. Et la définition d'une liberté conditionnelle, elle nous dit, c'est une mise en liberté d'un condamné, avant la date d'expiration de sa peine d'emprisonnement, d'un condamné. Je répète, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont plus des condamnés. Donc déjà, cette mesure ne s'applique pas. Mais maintenant, on change, s'il vous plaît, une liberté immédiate en libération conditionnelle. Ça, c'est du premier vu. Et regardez, je vous lis donc maintenant les conditions. Je vous donne maintenant les conditions, les numéros. Très bien. Ceux qui voudraient appeler peuvent appeler au 07 53 26 79 43. 07 53 26 79 43. Alors, quand on parle de liberté conditionnelle, voilà par exemple, bon, ça a été voté à l'unanimité, hein, sachant que à la suite du 16, il y avait quand même 2 juges dissidents. Et lorsqu'on arrive maintenant au procès d'appel, on vote à l'unanimité. Il y a donc des conditions. Les conditions sont celles-là. Donc, monsieur le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent signer un engagement qui précise qu'ils se présenteront à la cour lorsque celle-ci en fait la demande. Deuxième, fournir à la CPI leur adresse respective de résidence et ne pas déménager sans avertir la cour. Troisièmement, ne pas sortir des limites territoriales de leur commune d'accueil sans autorisation de la cour. Quatrièmement, remettre leurs documents d'identité à la cour, dont passeport, effectivement, etc. Et faire un rapport chaque semaine à la cour ou au pays d'accueil. Et cinquièmement, De leur activité. de tout ce qu'ils vont faire. Et cinquièmement, ne pas contacter les témoins de l'accusation et se prononcer publiquement sur l'affaire en cours. C'est ça les conditions. Ah ouais. Moi, Il y excusez-moi, a beaucoup quand de je vois restrictions à ça, la liberté. ça s'appelle une liberté sous restriction. Et moi, pour moi, c'est d'une prison à une autre. Peut-être plus grande, mais c'est une prison à une autre. Parce que quelqu'un qui doit remettre son passeport, à chaque fois que, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, il a envie de faire pipi, doit aller dire à la cour que j'ai envie de faire pipi, moi, j'appelle pas ça une liberté. C'est vrai qu'ils dormiront dans un plus grand lit, c'est vrai qu'ils dormiront dans une plus grande maison, mais moi, j'appelle ça tout simplement le fait que cette victoire, une fois de plus, a été changée au profit de la politique. Ça, c'est mon premier volet. Mon deuxième volet que je conteste, regardez un peu le feuilleton qu'il y a eu. C'était vraiment du Dallas. Hein. Voilà, on avait l'impression dans des telenovelas et tout, et que à chaque fois, à chaque jour, il fallait un suspense. Et vraiment, ça nous a tenu en haleine. Mais écoutez, lorsque ce sont les juges de première instance qui ont appelé les avocats très rapidement pour dire venez plaider sur le non-lieu, ce ne sont pas les juges, les avocats qui avaient demandé cela. C'est même la chambre de première instance qui avait appelé les juges, les avocats pour venir plaider rapidement. Ce qui a été fait. Donc, au départ, effectivement, nous, lorsqu'ils ont réuni les personnes, le 15, d'accord, décembre, on s'attendait donc à la prononciation d'une liberté conditionnelle. Honnêtement, moi personnellement, ok. Et je dis du 15 décembre, excusez-moi, du 15 janvier, à ma surprise générale, belle surprise, c'était l'acquittement total. Et là, le substitut du procureur sort sa première carte. Et le substitut du procureur dit que tout simplement, pour des raisons qu'il y a des probabilités d'appel, il serait mieux que les personnes en liberté immédiate restent en prison le temps que lui réfléchisse à une possibilité d'appel. Alors, deuxième point, la chambre de première instance décide donc de statuer le lendemain sur cette requête. Et là, le 16, ce qui se passe, elle rejette la demande. D'accord? Elle rejette la demande donc du procureur, de les maintenir en détention, et confirme donc la liberté immédiate. Et là, à notre surprise, à minuit, sur une décision d'un seul juge, du président de la Chambre, décide néanmoins de
faire ce qu'on appelle un effet suspensif, de les garder en détention basé sur un article 64. C'est une décision non modifiée, non motivée, sans débat. Dit cet article 64? Mais de garder ces personnes si, et complété par l'article 81, si on peut penser que ces personnes peuvent fuir. Ok? Le seul problème du droit, s'il vous plaît. Ils ont dit que, voilà, il y a un risque de fuite. Le seul problème du droit, on ne peut faire un référé détention prévu dans les juridictions pénales. En France, c'est l'article 148-1 du Code de procédure pénale français. On fait un référé détention en urgence, d'accord? Mais sur une décision de justice, pas sur un rejet. Ici, la détention, l'effet suspensif a été fait sur un rejet, sans motivation, sans qu'il y ait eu débat. Juridiquement, même ça n'a pas de sens juridique. D'accord. D'accord? Quelle possibilité pour les avocats de Gbagbo et du président Gbagbo Écoutez, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Il y a une liberté immédiate qui a été changée en conditionnel. D'accord? Sachant que quand vous écoutez après l'interview de madame du procureur Fatou Bensouda, elle dit que elle attend bien sûr les écrits de la chambre de première instance qui vont confirmer effectivement leur décision. Et à partir de là, elle réfléchira à la possibilité donc maintenant de faire appel sur l'acquittement ou pas. Bien. J'ai une interlude. J'étais étonnée lorsque le 16, l'avocat de la présidence de la Côte d'Ivoire ont été les premiers à annoncer qu'il y aurait une décision qui allait venir, d'accord, qui allait arriver très bientôt au niveau de la Cour. Comment ils le savaient, alors que les propres avocats, la partie défense ne le savaient pas. C'est la même chose que j'entends, qui m'interpelle lorsque j'entends M. Alassane Ouattara dire, d'accord, Gbagbo est un frère, la justice suit son cours, etc. Très souvent, quand il y a eu des prononcés comme ça, très souvent, on a l'impression qu'ils savent un peu la suite des choses. Quand j'entends ça, je pense... Parce que justement, il y a eu des révélations entre lui et Ocampo et tout ça. Exactement. Des bisbis Très possibles, bien. tout ça. Alors, il serait très difficile aujourd'hui que cette cour puisse nous dire, lorsqu'on entendait l'Amazon Maëliba était à La Haye, hein, d'accord? Elle était à La Haye ce 2 février. Lorsqu'il y a eu le procès, pendant que Maître Atit du côté Gbagbo et Maître Knox du côté de Charles Blé Goudé essayaient de dire mais on ne peut pas, ça ne s'est fait dans aucune juridiction, le juge président, parce que le juge nigérien est aussi le président de la CPI, ne leur laissait même pas laisser placer un mot, il était déjà parti vers la conditionnelle. C'est-à-dire que la décision était déjà prise de leur accorder la conditionnelle. Alors moi, ce que je veux savoir... Parce qu'à un moment donné, sans vous couper, Oui. les avocats de Gbagbo avaient demandé cette liberté conditionnelle. Non, Il y a... non. Ne confondez pas les choses, monsieur Ba. Lorsque quelqu'un est en détention, il y a longtemps, je pense. presque 12 fois, je crois, 12 fois. Voilà, c'était provisoire. Lorsque vous êtes détenu pendant un moment, vous avez des droits de demander cette liberté provisoire. Ah, ça fait partie, effectivement. Il y a une nuance entre voilà, provisoire exactement. et D'accord. C'est ça, cette liberté provisoire qui a été demandée du côté du président Gbagbo 12 fois, donc la 13e fois là, et ensuite du président Charles Blé Goudé, non, jamais il n'avait demandé cela. Donc voilà un peu. Donc elle a été demandée. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que moi, quand tu regardes la voix dissidente des juges qui s'étaient prononcés, qui se sont prononcés tout simplement contre, qui s'étaient prononcés contre
le fait qu'on les maintienne en détention les 2 semaines. Vous savez que ça, c'est une violation des droits de l'homme très grave. Ah ouais. Bien. Le maintien en détention de personnes qui sont acquittées. Ça, c'est aussi un autre volet. Je tenais à dire tout simplement que ce fameux article 81, sur lequel le procureur s'est basé pour faire sa requête, d'accord, disait qu'on parlait de circonstances exceptionnelles. S'il ne voulait pas que le président Gbagbo ou pas s'enfuit, il suffisait juste de prendre leur passeport, n'est-ce pas? Il suffisait juste de prendre leur passeport. Bien. Puisqu'il parlait d'événements, de conditions exceptionnelles. Qu'est-ce qui est exceptionnel dans ce procès? De ne pas avoir respecté la procédure ou de ne pas être à même en tant que grande cour de pouvoir avoir une trace de vos prévenus. Il y a 2 poids 2 mesures comme vous le dites Très bien. Tantôt. Si vous êtes une grande cour impartiale comme vous le dites, c'est que lorsque vous voudrez faire appel, ça veut dire que vous êtes en même d'avoir la main sur les prévenus pour qu'ils ne s'échappent pas. D'accord? Mais si vous dites qu'on ne sait pas, parce que s'ils s'en vont, on n'est pas sûr de pouvoir les avoir, c'est que ça montre déjà les limites de cette cour. Cette cour ne fait que montrer une fois de plus ses limites. On ne respecte pas les procédures, de dire qu'elle est dépendante des États qui font appel à elle. De toute façon, le bureau du procureur, selon l'article 42, d'accord, du traité de Rome, dit qu'ils sont indépendants, mais là, le bureau du procureur nous montre qu'elle ne fait que coopérer avec les pays qui ont besoin d'elle. D'ailleurs, ce sont ces pays-là qui sont ses financiers. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parlant de ça, je vais faire allusion à une vidéo qui a commencé à circuler de Russia Today, de RT, qui dit que les États-Unis menacent la CPI, si jamais assommer la CPI, de ne pas enquêter sur les soldats américains qui sont en Irak et en Syrie, et ni sur son allié israélien, que sinon ils vont faire éclater la machine. Bah oui. Donc c'est hier seulement que nous avons... Non, mais ça est déjà M. Bolton, le secrétaire d'État sous Trump, avait déjà menacé la CPI de dire que tu ne feras aucune enquête sur nous. Et de dire que j'allais vraiment, si vous continuez un peu à brandir des lettres de menace, on vous ferme. Mais ils peuvent se le permettre. Même s'ils n'ont pas ratifié la CPI, ils en sont le plus grand financeur avec monsieur Soros. Donc ça c'est très connu. Donc c'est clair que si Soros ne donne pas, je sais que la France donne quelque chose de 12 millions par an, la CPI a un budget de 191 millions. Donc les plus grands financiers, ce sont les États-Unis. Donc par conséquent, si les États-Unis se retirent, la CPI est ferme. Bon, Madame Bensouda essaie de faire bonne figure. Mais donc bon, justement, nous vous coupons nous vous finançons, mais vous n'avez pas le droit de regarder ce que nous faisons dans ça va de soi, parce que quand vous regardez la justice américaine, quand tu demandes à un Américain pourquoi vous n'avez pas ratifié la CPI, enfin du moins le traité de Rome, vous savez ce qu'il répond? In our justice we trust. Nous croyons en notre justice. Eux, ils croient en leur justice. Nous n'avons pas une de justice en qui nous devons croire. Bonne question. Comment on dit que la justice africaine... Alors je pense que les Africains devraient réfléchir à cela. À la justice africaine? Si, comme le dit le président Gbagbo, si nous commençons à respecter les textes que nous-mêmes nous sommes donnés, je croirai en la justice de l'Afrique. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Non, ce n'est pas le cas pour l'instant. Je croirai en la justice si nous respectons les propres textes que nous avons émis. D'accord. Voilà. Une autre question. Crois-tu à la Cour africaine de justice, qui a quand même jugé récemment Hissène Habré? Écoutez, moi, je crois tout simplement qu'il y aura toujours... Il y a la Cour de la CEDEAO également. Oui, la Cour de la CEDEAO, etc. Ben, moi, si je devais porter cette affaire-là, on les porterait effectivement. Moi, je crois qu'il y a un moment où l'Afrique doit prendre ses responsabilités. Dans tous les volets, que ce soit politique, entrepreneurial, économique, et surtout justice, de notre côté. Même une cour qui, s'il vous plaît, même une cour qui, juste là, on peut dire partisante, il y aura un moment, lorsque les juges voudront, en âme et conscience, appliquer le droit, rien que le droit, ce pourquoi ils ont prêté serment. Quand ils auront le devoir de dire la justice,
d'accord, et le droit tel qu'il se présente, sans corruption, sans influence, là, on aura de vraies décisions. Je crois toujours en la justice parce que je suis une juriste. Je crois en ça. Ce qui est tout à fait normal. Alors, je me dis qu'un jour, un cas se présentera et des juges honnêtes, comme le juge de la CPI italien, qui a pris ses responsabilités, diront la vérité et le droit, selon les tests que nous nous sommes assignés sans pression et tout en disant ça c'est pour l'Afrique et pour l'avenir de l'Afrique. C'est en ça que je crois. Mais ça viendra un jour. Espérons-le bien pour revenir à notre sujet du jour, Oui. qui est Laurent Gbagbo, la CPI et tout ça. Oui. Et est-ce que finalement, quand la politique prend le dessus sur les droits et tout, y a-t-il une possibilité que cela donne le résultat escompté qui est l'apaisement des cœurs en Côte d'Ivoire? Écoutez, tout le monde, nous les juristes, bon, tout ce que je vous ai dit, hein, ce sont les thèses juridiques. Donc si on avait voulu vraiment respecter la justice, bon, on n'en serait même pas à ce procès. Ce procès serait arrêté depuis... Désolant, quoi. Voilà, ce procès serait arrêté depuis belle lurette. Mais en soi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un pays qui doit se réconcilier. Et ça, c'est indéniable. Il y a un pays qui est meurtri. Et ça, il faut apaiser la souffrance. D'accord. Et cette réconciliation ne passera pas, ne pourra pas se faire tant qu'il y aura des personnes qui seront loin de leur terre natale. Que le président Gbagbo reste en Belgique. Écoutez, prenez votre téléphone, appelez la Côte d'Ivoire. Les gens l'attendent. Les gens l'attendent. Même pas pour les élections. Je ne vous parle pas des élections 2020. Je vous parle d'une réconciliation. Il faut que ces personnes-là qui ont aussi des partisans puissent derrière dire, voilà, ces prisonniers ont été libérés. Maintenant, on peut s'asseoir à une table. C'est ça la justice. Lorsque effectivement, quand on est africain, l'arbre à palabre, il y a quelqu'un qui tranche, Voilà, mais il y a les deux parties qui sont là pour trancher. La première émission, Mais voilà. François faisait référence Mais à c'est ça en fait. La justice Mais traditionnelle. comment pouvons-nous faire une réconciliation quand il y a un camp qui est frustré en permanence? Il faut que ça se fasse comme Il faut les deux après camps. l'apartheid ou... Mais en fait, c'est ou tout. après, C'est voilà. tout. Alors que ce soit à Bruxelles, que le ministre Charles Blé Goudé, il trouvera un pays. Moi, je ne suis pas très inquiète. Mais pourquoi chercher un pays? Parce qu'il y a son pays qui l'attend. Il a un pays qui l'attend. Il a un pays qui l'attend. Il n'est pas patriote. Il est né quelque part. Il est né quelque part. Mais en fait, c'est aberrant. Et la Côte d'Ivoire a ratifié quand même le traité de... Pourquoi ne pas l'envoyer là-bas? Bah, écoutez, nous on sait que le procureur s'était appuyé sur le fait que Alassane Ouattara disait que jamais plus un ressortissant ivoirien serait conduit dans une cour étrangère et que maintenant tout litige serait tranché en Côte d'Ivoire. Donc si jamais le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire, il se peut qu'il ne soit jamais plus extradé en cas d'appel. Donc là, soi-disant, on attend donc l'appel. Donc la chambre de première instance va prendre peut-être 3-6 mois pour rédiger effectivement sa décision. Et là maintenant, le procureur va les lire et faire maintenant un recours parce que la procédure à la CPI est écrite. C'est pour ça qu'elle est très longue. D'accord? Elle est très très longue. Donc après maintenant, on va décider maintenant de faire appel. Et il faut réunir les justes. Enfin, vous savez, on est parti pour 2020, ok? Alors c'est pour ça que quand tout le monde dit que le but était d'éviter que ces deux personnes soient là en 2020 pour les élections présidentielles, je pense que tout le monde a raison. D'accord, donc finalement, c'est aussi simple. La voix de la rue a raison. La voix de la politique a eu raison, je dis bien, et la voix des intérêts privés au détriment des intérêts de la population a une fois de plus gagné, pour l'instant. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour des questions juridiques, Oui. mais on ne peut pas terminer quand même. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, il faudrait appeler au 07 53 26 79 43. Je répète,
07 53 26 79 43 sur la liberté conditionnelle accordée au président Laurent Gbagbo ainsi qu'au ministre Charles Blé Gouté. D'accord. La question que je vais vous poser, Oui. c'est en tant que panafricaniste, parce qu'on a vu le président Alassane Ouattara faire une déclaration sur le franc CFA. Oula. Disant que le franc CFA est une monnaie sûre, est une monnaie voilà, qui en vaut la peine. Alors que cette même monnaie, pour nous autres combattants panafricanistes, nous considérons que c'est la monnaie du néocolonialisme. C'est la monnaie qui enchaîne encore une fois de plus notre continent à l'ancienne puissance colonisatrice. Qu'en pensez-vous? Là, vous me sortez du droit et vous me faites rentrer dans l'économie. Mais je vais vous répondre. Je vous pose cette question en tant que panafricaniste. Oui, je vais vous répondre. Voilà. Très bien. Écoutez, ce débat des économistes qui sont des docteurs et des professeurs y ont répondu. Ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui, même si aujourd'hui, cela a été apporté à la lumière grâce par exemple au frère Kémy Séba, que je salue d'ailleurs de passage, parce que je sais qu'il a eu un tout bébé, il a eu une petite fille, donc une belle petite fille, donc que je salue avec sa femme Natou. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais heureuse. Voilà, vraiment, c'est un plaisir. Voilà, donc, avec le frère Kémy Séba. Bien. Alors, le franc CFA, le président Ouattara, je dirais monsieur Ouattara, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à l'appeler président, parce que je crois que mon cerveau s'est bloqué en 2011. Mon cerveau s'est bloqué en 2011. Bien. Vous savez, c'est une monnaie il dit que c'est appliqué par 8 pays. Bon, j'ai été étonné, parce que c'est un économiste. Il s'est targué d'être un économiste. Moi, je sais que c'est une monnaie qui est appliquée par 14 ou 15 pays déjà. Ajouté voilà. Ma qualité d'ancien gouverneur. Ancien gouverneur et tout ça. Honoraire. Honoraire. Bon, ok, gouverneur qui a fait la BCAO, qui a été la banque. Enfin, il a tout fait dans sa vie. Bon, c'est extraordinaire. Vraiment, je suis bien contente pour lui et pour sa famille. Mais maintenant, il faut que ça se concrétise dans les faits. Alors, il dit 14, moi je dis c'est 14-15 pays. Parce qu'il y a l'Afrique de l'Ouest et bien sûr il y a l'Afrique centrale, d'accord, qui utilisent cette monnaie. Bien, écoutez, le problème n'est pas que est-ce que c'est une monnaie stable ou pas. Le débat n'est pas là. Le débat, la première chose que je demande, qui fabrique cette monnaie? Est-ce que c'est la France ou c'est l'Afrique? Il nous a répondu l'Afrique. Bon, je suis un peu étonné parce que je sais que c'est à Chamonix ici que ça se fait. Donc, je suis déjà étonné. Bon, même si nous n'avons pas de culture, d'accord, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut aller un peu sur... Si tu vas sur Google et tu tapes où est fabriqué le franc CFA, tu vas le voir. Ça, c'est la première chose. Bien. Deuxièmement, cette monnaie, il dit qu'elle date de 1960. Moi, je suis étonné. Elle date elle a été mise en place lorsque la France était occupée par les nazis. D'accord? D'accord, de façon officielle. Ce qu'il a dit, ça fait depuis 89 qu'il est en Côte d'Ivoire, nous a présenté comme un économiste. Donc, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, moi, je veux bien le croire. Mais maintenant, ces sorties me font vraiment douter. Je pense que pour un problème comme la problématique du CFA, un président qui se respecte, quelqu'un qui dit qu'il est président, qui se respecte, quand il y a un problème qui est posé comme ça, il y a des économistes en Côte d'Ivoire. Et même s'il n'y en a pas, il y en a en Afrique. Pourquoi ne pas ouvrir le débat avec des économistes? Un débat contradictoire. Chacun avance ses arguments. Vous instruire les populations. Il vient à l'Élysée et sur le perron, il annonce, il dit ce qu'on lui a demandé de dire. Oui, mais en fait, bon, c'est vrai que moi, j'avais été surprise également, parce que je pense que je n'ai pas tout vu, mais les journalistes ne lui avaient même pas posé la question sur le franc CFA. Donc, il s'est lancé dans cette giriade sur le franc CFA. Bon, on sent que ça vient un peu de la polémique avec l'Italie. Voilà. Excusez-moi, il s'est souvenu qu'on lui avait demandé de dire ça. Donc, à la fin, personne ne lui a posé la question. Ouais, la question n'avait pas été posée. La question n'avait pas été posée, effectivement. C'est lui qui est revenu, qui a fait la déclaration, effectivement. Il s'est souvenu simplement qu'on lui a demandé de dire ça. Donc, il a rappelé les journalistes, il a dit, tiens, j'ai quelque chose à vous dire. Et il a entamé le problème du CFA.
Très Et bien. en plus, il a abordé le problème du CFA comme... Vraiment, même un étudiant en économie ne peut pas dire ce qu'il a dit. Ben, de toute façon, ce débat va ce débat va se poursuivre, hein. Je crois que beaucoup de personnes, suite à ces déclarations, ont tout de suite réagi. Le professeur, par exemple, en Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly, a donné une réponse par tweet qui déjà démontait en 2-3 tweets tout ce qu'il avait dit, et certains autres. Nicolas Beau qui se promène de conférence en conférence ici pour démontrer, comme vous le dites, effectivement, il suffit juste, s'il estime que le CFA est aussi bien, il prend ces économistes-là, et puis effectivement, ils débattent entre économistes. Et puis aussi simple que ça. Il y a la RCI qui est là, on retransmet en direct. Et puis les Ivoiriens sont instruits, et puis tout le monde est instruit. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si quelqu'un monsieur d'autre a Félix. une question, Continuez, en tout cas, c'est une très bonne chose que vous êtes en train de faire. en tout cas, merci à Merci vous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci de partager la page Mali Djigui. Merci. Merci à vous. S'il y a une autre question juridique, nous la prenons. Sinon, en tout cas, comme je pouvais le dire, la Non, CPI, oui. La grande Marie peut répondre à toutes les questions. De la CPI au franc CFA. Au franc CFA. Parce que J'ai c'est le combat essayé, de hein. tous les Africains actuellement. Notre Oui. souveraineté monétaire, elle est très très importante. Très bien. L'Afrique a des réserves d'or pouvant garantir une monnaie fiable C'est africaine. L'Afrique est suffisamment riche. Les cacao de Côte d'Ivoire, tu vois, vous avez des réserves, vous avez du pétrole. Au Mali, Oui. le Mali a plus d'une dizaine de mines d'or. Si je ne m'abuse. Ouais, Donc, d'autres pays ont d'autres ressources. Donc, ensemble, nous pouvons créer une monnaie fiable, moi je pense. Ce qui est sûr, les économistes y travaillent, beaucoup de personnes sont en train de décrier, et je pense que même à Rome, il y a une marche, hein, le 2 mars, sur effectivement une marche contre le franc CFA suite aux dénonciations même de l'Italie. Voilà un peu. Donc, Voilà. donc- Et ainsi que voilà, les Amazon Black vont y participer à cette marche. d'accord. Voilà. Ok, ben, je pense que nous avons Voilà. fait les tours, mais si quelqu'un a une question juridique sur la liberté Voilà, si conditionnelle, quelqu'un a une langue, je pense que les questions qu'on pose ont été... Il reste 5 minutes. Très bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je reviens un peu pour terminer, hein, pour conclure. Hein. Nous verrons qui appelle. Les gens peuvent continuer à appeler. Les gens peuvent continuer à appeler. Hein. Si nous répétons le numéro de téléphone 07 53 26 79 43. 07 53 26 79 43. S'il y a une question sur la liberté conditionnelle et les conséquences de cette liberté conditionnelle à la CPI, ou si tout simplement suite au procès Gbagbo, la CPI sera complètement remise en cause. Totalement, parce que c'est vraiment un procès révélateur C'est la question des failles procédurales avenir, de cette... Voilà, quel avenir Peut-on prévoir pour la CPI? Ça, c'est une question. Voilà. Oui, l'Amazon a une question. Oui, je suis hors caméra, mais j'ai une question. Et ma question à la juriste émérite Marie-Paul Babli, c'est la suivante. Pouvons-nous espérer un dénouement positif de cette mascarade appelée abusivement procès? Pouvons-nous espérer une issue vraiment favorable, un dénouement favorable, afin que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé rentrent dans leur pays en Côte d'Ivoire? D'accord. Nous avons un appel avant qu'elle ne réponde. D'accord. Allô, oui? Allô? Allô, oui? Ouais, je reviens encore. Oui? Ça, il est intéressant. Je reviens encore pour être... C'est pas une question, c'est juste un actif. Ouais, et il faut vous éloigner un peu de votre téléphone, sinon ça fait un écho, au fait. Je m'éloigne. Ok. Ça va mieux, là? Oui, ça va, ouais. Voilà. Ok, on vous écoute. Encore moi, hein? Je disais que par rapport à la liberté conditionnelle du président Laurent Gbagbo, Oui. moi, mon souhait,
Oui. C'est juste dire que le président, c'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde sait que la Cour pénale internationale est dans une manœuvre Oui. pour retarder les échéances ou de sorte à ce que le président Laurent Gbagbo ne se représente pas Oui. aux échéances futures Oui. en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Ce qui serait bien de faire, aujourd'hui, il faudrait que l'opposition et le FPI cherchent à s'organiser, c'est-à-dire s'organisent en dehors du président Laurent Gbagbo. Si par coup de grâce, le président Gbagbo, il intervient, il arrive avant 2020, Oui. allô? Allô, oui. On écoute, hein? Si le président Gbagbo arrive avant 2020 et qu'il est dans les délais, tant mieux. Moi, c'est mon souhait. Mais pour ne pas que 2020 nous passe sous le nez, parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour que Alassane Ouattara, il rempile pour une troisième fois. Il rempile pour une troisième fois. Parce que il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. C'est-à-dire la commission électorale indépendante, aujourd'hui, le problème, il est mis en sourdine. Le Conseil constitutionnel, il est mis en sourdine. Le découpage électoral, tout ça est mis en sourdine. Et ce sont des problèmes de gagner du temps. De gagner du temps. Il ne faut pas rentrer dans son jeu. Compte aussi, quelque part, sur le désistement, c'est-à-dire le boycott de l'opposition. Comme l'opposition s'est toujours comportée, il compte un peu là-dessus. Il faut que nous soyons vigilants. Il faut que les Ivoiriens soient vigilants. Il faut que les Ivoiriens soient vigilants. C'est-à-dire que le président, Ok. il est en liberté conditionnelle. D'accord. Nous vous remercions beaucoup pour votre contribution. Comme il y a d'autres personnes qui sont en ligne. Je suis d'accord avec vous. Ok. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. À bientôt. Très bien. En Ok. fait, lui, il a donné un avis politique. Je reviens donc à la question. Finalement, de l'Amazon. cette question, on ne peut pas les séparer. Oui, on peut pas, non, de toute façon, le politique et le juridique, de toute façon, ça va de pair. Mais je ne suis à l'aise que dans mon domaine, donc le juridique. Voilà. L'Amazon Maëliba a posé une question très pertinente sur est-ce que nous pouvons espérer, d'accord, un dénouement positif, une issue vraiment, enfin, positive de tout ce scénario rocambolesque auquel nous assistons depuis près de 8 ans. Je voudrais répondre tout simplement que lorsque le président Gbagbo était déféré à la Cour pénale, franchement, n'eût été la vigilance de personnes, surtout principalement de la diaspora, ce procès, il n'y aurait même pas eu vraiment, ou un semblant de procès même, et ils auraient été condamnés. Cette diaspora qu'on a vue tous les week-ends, Voilà, tous les week-ends. Ne pas, voilà, en train de battre les pavés, dénoncer, passer sur les réseaux sociaux, faire des marches partout. Elle-même, elle le sait puisqu'elle fait partie du lot. Au sacrifice de leur vie. Au sacrifice du fait que certaines personnes même ne peuvent plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Carrément. Oui, ne peuvent plus mettre des pieds en Côte d'Ivoire. Au sacrifice du fait que ici, des gens se sont levés, partir à la haie, des cas et des cas ou de façon personnelle, pour que ce procès-là ne reste pas oublié. Ou que ces personnes ne soient pas oubliées. Tel était le but à l'époque. Comme je le dis, c'est une procédure qui s'est faite dans le temps. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand on déportait certains, comment dire, certains révolutionnaires, on les mettait dans des camps quelque part et puis ils mouraient. Hein. Des Samori Touré, c'est une procédure qui est assez connue. Hein. Ouais, c'est une procédure assez connue et tu meurs hein, à l'extérieur. Donc voilà un peu le cas de ce qui devait se faire. C'était une déportation. C'est une déportation, c'était joué d'avance, c'était gagné d'avance. Bon, écoutez, nous c'était vraiment, comme je dis, le combat
Surtout, et je dis surtout de la diaspora française, mais extraordinaire. 8 ans d'une vie, ce n'est pas un an, ce n'est pas 8 jours, 8 ans. 8 ans pour avoir une liberté conditionnelle. Vous savez, quand je vois comment le juge Cugnot, au départ très partisan par rapport à ce qu'il avait entendu dire, a prononcé un acquittement, je me dis que je peux espérer. Et je me dis que nous pouvons espérer. Oh yes. Si nous continuons à marteler, si nous continuons à dénoncer, si nous continuons à dire et à nous tenir comme un collectif, si nous continuons à dire, regardez ce qui se trame derrière, que celui qui le fasse en parlant à son voisin, devant une caméra, en parlant au travail, pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, ce n'est pas normal. Si les Africains eux-mêmes, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est inadmissible, peut se passer dans n'importe quel pays. Si un Malien le fait, si un Guinéen le fait, si un Camerounais le fait, le Cameroun nous a beaucoup supporté. Si tous disent que, écoutez, il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, demain ça peut être nous. Eh bien, on a des chances de voir une victoire. Moi, j'y crois. J'y crois encore parce que je sais que le droit et la vérité va toujours prévaloir sur le mensonge. Lorsqu'un individu est détenu de longue date, maintenu en prison et acquitté, alors que tout était fait pour qu'il soit condamné, je me dis qu'il y a de l'espoir. Lorsque quelqu'un, alors qu'on l'acquitte, on le mettait encore en détention, tous les juristes, tous les centres internationaux de droit du monde, en Chine, partout, tous se sont levés. Même l'ancien substitut du procureur Ocampo vient à la télé pour dire ce qui se passe, c'est aberrant. Je me dis qu'il y a de l'espoir. C'est sans précédent. Lorsque tout le monde se laisse sans preuve pour dire qu'il n'y a pas de type de détention, on ne peut pas maintenir, c'est contre la violation des droits de l'homme que vous étiez censé défendre. Parce que lorsqu'on a créé ce statut de Rome, c'était pour donner l'espoir contre ces gens, contre l'impunité. Vous êtes en train de violer la fondation de votre texte. Je me dis qu'il y a de l'espoir. Le procès Gbagbo est une jurisprudence. C'est une jurisprudence. Donc, ce cas rentrera dans l'histoire de la CPI et rentrera dans l'histoire de l'Afrique. Et moi, je suis fier d'y avoir participé. Donc, en fin de compte, est-ce que les Africains ne devraient ont déjà contesté, bon, la Gambie, après il y a eu des manœuvres, bon, des pays, etc. Parce qu'il y a eu des cas, Uhuru Kenyatta, Jean-Paul oui, mais au Kenya, parce que, etc. Mais écoutez, moi je vais vous dire toujours, comme on ne peut pas faire dissidence entre le politique et le juridique, c'est tellement difficile, même si on essaie de dire qu'ils sont indépendants, mais c'est difficile. Ça sera encore une fois de plus la détermination de la société civile qui mettra la pression pour que enfin des présidents. Parce que ça ne peut que se faire de façon politique, de toute façon, mais avec une pression juridique. De dire qu'avons-nous encore intérêt à rester dans une cour qui nous bafoue? Pourquoi l'appelle-t-on la cour des Africains? En riant. Mais ça fait honte. Il n'a été jugé que des Africains. Bon, un Serbe qui s'est suicidé d'ailleurs, parce qu'il n'a pas pu tenir. Et comment il a pu avoir le bon, ça c'est un autre débat. D'accord? Et j'ai regardé les affaires pendantes à la cour aujourd'hui. Il y a une petite affaire en Philippines, etc., etc. Bon, on sent que tellement d'affaires ont été abandonnées au cours de route lorsqu'effectivement il y a eu une petite pression politique. Donc après le bureau du procureur arrête. Voilà un peu. Sachant que Bensouda va partir, elle a fait ses 3 ans, elle va partir bientôt, est-ce qu'elle sera reconduite ou pas? Bon, ça reste à revoir, mais elle est très décriée. Ce qui est en train de se passer là, elle est très décriée. Comment le procureur et autres? Mais les juges sont nommés par décision, dans une cour, par des décisions des États. Donc il influence, bien sûr. Donc il y a l'Assemblée générale. Mais bien sûr, il y a une Assemblée générale avec voilà, les États. Et bien sûr, les États les plus grands financiers ont leur mot à dire. D'accord. Ok, il y a une phrase que vous venez de dire, là je vais l'attraper au vol. Vous dites que bientôt Mme Bensouda doit partir. Non, c'est-à-dire son mandat fini. Voilà, son mandat, voilà. L'année, c'est en 2020, hein, si je ne m'abuse, son mandat doit finir. Donc, est-ce qu'elle va être reconduite?
ça reste encore à décider, mais ce n'est pas sûr qu'elle soit reconduite. Donc, son mandat finit en 2020. Voilà. D'accord, au même moment qu'il y a, il y aura voilà, au moment des élections. Voilà. Ce moment, voilà, c'est ça. Donc, moi, je vais vous pousser à nous parler. Oui. Voilà. Nous vous avons sur cette chaîne. Nous n'allons pas vous laisser vous en tirer en si bon compte. Oui. J'insiste et je persiste et je signe. Oui. Alors donc, Bensouda part en 2020. Si elle n'est pas reconduite, normalement son mandat, voilà, c'est ça. Voilà, en 2020. Voilà. Donc, ce qui explique certaines choses. Donc, ce qui nous éclaire sur certains points. En l'occurrence, l'arrivée de M. Ouattara à l'Élysée. Le comportement de cette soi-disant juridiction. Oui. Parce qu'il y a de l'espoir. Moi, pour moi, il y a de l'espoir, mais sachant que effectivement, lorsque il y a eu beaucoup d'intérêts, bien sûr, il y a trop d'intérêts qui rentrent en jeu, surtout en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque vous voyez qu'une liberté immédiate se change en liberté conditionnelle, c'est parce qu'il y a des enjeux énormes derrière. Et bien sûr, des enjeux politico-financiers, pas plus que ça. Vous savez, il est dit tout simplement que lorsqu'on fait rentrer des financiers dans un pays, lorsqu'on fait rentrer des financiers dans un pays, pour s'en débarrasser, c'est très difficile. Comment est-ce que quelqu'un qui a des intérêts de plus de milliards peut dire aujourd'hui, ah, je suis prêt à ce que Gbagbo rentre? Aussi simple. Parce que alors que celui qui lui a accordé tous ces avantages-là risque de partir. Pour quelqu'un qui est tragué de panafricanisme, qui risque de ne plus accorder les mêmes avantages. Évidemment qu'il va défendre ses intérêts. Vous comprenez? Donc, il y avait trop d'enjeux et le but était vraiment de les maintenir. Vous savez, moi j'avais discuté avec quelqu'un, puisque j'enseigne également. Et j'avais eu le privilège, aujourd'hui il est professeur, parce qu'il a été militaire en Côte d'Ivoire. Il était général de l'armée en Côte d'Ivoire. Donc il maîtrise la situation, ils étaient là jusqu'en 2011. Maintenant, un Français. Oui. Maintenant, à tête reposée, il a quitté l'armée. Nous avons eu une discussion, mais surréaliste. Surréaliste. Et donc quand vous comprenez ce qui se passe derrière, lorsque vous comprenez les transactions qui se passent derrière, surtout nous le pauvre petit peuple, nous agitons et vous avez l'impression que les choses sont déjà cadrées, sont déjà mises en place, il y a deux solutions. Où vous dites, bon, ils sont tellement forts, donc on s'assoit. Donc on laisse tomber parce que souvent les décisions sont tellement prises en avance. Parce que lorsqu'il me racontait que pendant que vous étiez à ce point-là, nous on était déjà au plan C, au plan Z, mais tu te dis, ben ouh, qu'est-ce qui se passe? Mais en fin de compte, l'homme providentiel en Côte d'Ivoire est le seul qui peut vraiment remettre la Côte d'Ivoire pour que nous les Français, nous ne perdions pas totalement pied en Côte d'Ivoire, c'est de permettre la rentrée de Gbagbo et de calmer les choses. Il est mieux de renégocier avec lui que de tout perdre. Ça c'est un Français qui le dit. De renégocier avec lui que de tout perdre. Parce que si on continue comme ça, on risque de perdre tout. D'accord? Nous avons le droit d'espérer. Nous avons le droit d'espérer. Mais je le dis... Donc, en clair, vous voyez Gbagbo un jour reprendre le pays. Écoutez, je ne suis pas devin. Je pense que Dieu ne m'a pas donné ce don-là. Je ne parle que des choses dont j'ai la maîtrise. En fait, et aujourd'hui, je fais des prévisions. Il y a la ferveur populaire. Voilà, faire des prévisions à l'aventure dans le passé. Voilà, la seule chose que je sais, je veux que juridiquement, le président Gbagbo et le ministre Charles Blegoudé soient lavés des charges totales. Ça, je le veux. Quand ils ont déjà été acquittés, je veux que la conditionnelle soit levée. Mais vous ne pensez pas que... D'accord. Et son jugement il peut, si l'intérêt, comme on parle toujours d'intérêt, le justifie, il peut. D'accord. Si l'intérêt le justifie pour prolonger encore plus jusqu'en 2020, parce qu'en réalité, comme il m'a dit, le procès était prévu jusqu'en 2022. Voilà la réalité. Ce procès était prévu jusqu'en 2022. S'il tenait, je veux dire physiquement.
D'accord, jusqu'en 2022. Il a D'accord. juste Il y a été une question un peu accéléré. il y a une question qui me taraude. Oui. C'était que sa condamnation par contumace en Côte d'Ivoire de 20 ans de prison. Qu'en est-il? Il a été gracié. Écoutez, on l'accuse d'avoir braqué la BCD. La dernière fois, la vous avez posé la même BCD. question. Vous m'avez posé la même question On et va je vais jamais- y répondre. Voilà. Je vais y répondre encore de la même façon. Mhm. C'est tellement difficile de juger quelqu'un lorsqu'il n'a même pas les moyens de se défendre. Mhm. D'accord? Mhm. Un accusé ou la défense a le droit de se défendre. Mhm. On ne peut pas dire derrière, alors que quelqu'un a déjà la CPI, avait des charges qui pèsent sur lui, l'accuser d'un fait, alors que les vrais voleurs ne l'ont même pas caché que ce sont eux les vrais voleurs, et tout le monde le sait, circulent aujourd'hui avec une richesse incommensurable, d'accord, et dit qu'il a 20 ans pour crime économique. D'accord? Très bien. Alors, moi, mon combat, il est d'abord... Est-ce que le bon sens ne veut pas, au nom de leur loi d'amnistie, qu'il soit gracié? Pourquoi gracier quelqu'un gracié qui par n'a le- pas été jugé et dont la décision a été prise par un tribunal en faveur d'un gouvernement? Donc, Pourquoi gracier quelqu'un comme ça? dans le dossier duquel il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune Il y a charge. quelqu'un qui a- C'est la même personne. On va le prendre une dernière fois. avant de clore l'émission. Oui, mais si c'est pour faire encore des ajouts, oui, allons-y, allons-y. Allons-y. Moi, je vais être chargée. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Ouais, je reviens encore pour répondre un peu sur ce qu'a dit la sœur. Oh, oh. Est-ce que vous pouvez vous exprimer vite parce que notre temps est Oui, arrivé, donc on va conclure. Très rapidement, en 2 minutes. Hein. Oui? Je voudrais dire, Allez-y avant de rapidement. finir, je voudrais dire, avant que vous finissiez l'émission, Oui? de ne pas oublier de lancer vraiment un appel, c'est-à-dire la seule rédemption aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Oui? c'est-à-dire après toutes les analyses de la rédemption aujourd'hui des Ivoiriens, Mhm. c'est la société civile. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Mhm. Parce que les hommes... Oh, allô, on a été coupé. Nous vous écoutons. Ah, d'accord. Je veux dire que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est-à-dire le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage, c'est-à-dire du peuple. C'est-à-dire le langage de la force, c'est-à-dire comme ça s'est passé au Burkina Faso, je crois que c'est ce qu'il faut leur offrir. C'est-à-dire qu'il faut conscientiser les populations de quartier en quartier, c'est-à-dire à travers des émissions comme vous êtes en train de faire, il faudrait lancer un appel au peuple. Il faut lancer un appel au peuple. Parce que D'accord. il va de la survie des Ivoiriens. Entendu. Comme, Nous l'avons compris. Et il faut qu'on en finisse. Donc, en tout cas, merci beaucoup, mon frère, pour ta contribution. En tout cas, Ce qui est certain, merci à toi. Et puis, revenez encore dans votre émission. Revenez, parce que vous dites des choses intéressantes. Merci beaucoup à Merci. vous. Je vous remercie. merci. Allez, à bientôt. À très bientôt. Ce que je veux dire pour conclure sur ce volet-là, c'est que lancer un appel au peuple. Vous savez, est-ce que le peuple a besoin d'un appel? Vraiment. Le peuple, lorsqu'il se sent en danger, lorsqu'il se sent coincé, lorsqu'il se sent embastillé, sort tout seul. Hier, nous étions dans une manifestation et dans une conférence et dans une salle de mairie. Lorsque nous sommes rentrés, il y avait un grand tableau sur le mur, une fresque qui était peinte sur le mur. Et il y a quelqu'un qui m'a interpellé, qui m'a dit, mais regarde un peu Marie-Paul. Regarde un peu Marie-Paul, cette fresque. Et vous voyez donc la prise de la Bastille, la fameuse révolution française, dont ils sont si fiers. Mais c'est un peuple qui a été las de ses conditions de vie, qui est sorti pour revendiquer effectivement leur liberté et leurs droits. Ce n'est pas à Marie-Paul Babli de lancer un appel, de dire aux gens, les gens subissent des choses, les gens voient des choses.
Ouais. Quand Mais on les gens se vous sent suivent. opprimé, non, Les gens vous mais suivent lorsqu'on aussi. se sent opprimé, Ouais. moi je me suis lancé dans ce combat, ce n'est pas l'Amazon Maëliba qui m'a invité. J'ai vu une injustice et je me suis lancé dedans. Cette femme est une artiste, elle faisait sa musique, elle chantait, elle gagnait son petit argent. Aujourd'hui, elle est rentrée dans quelque chose, dans un combat qui est dur, très très dur. Des insultes, des menaces, etc. On peut perdre notre emploi, on peut perdre beaucoup de choses en faisant ça. Nos vies. Mais on le fait parce que nous voulons une liberté. Non seulement pour notre pays, ainsi que pour l'Afrique. La dignité n'a pas de prix. Exactement. La dignité n'a pas de prix. Ce n'est pas Marie-Paul Babli qui a dit aux Ivoiriens de sortir. Mais il regarde la situation de tout ce que nous présentons juridiquement, politiquement, économiquement, culturellement. Et puis ils se disent, mais est-ce que ça va continuer comme ça? Ou ça ne doit pas continuer comme ça? Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord, d'accord. Très bien. Ce Ok. qui est certain, Votre mot de la fin? mon mot de la fin, il est simple. Je reste sur la question de Maïba. Y a-t-il espoir? S'il n'y avait pas d'espoir, nous ne ferons pas un combat. On fait un combat parce qu'on voit une lueur derrière. Dans un livre, dans un texte saint, qui est la Bible, il y a quelque chose que je vais dire, pas que je cite la Bible. Quelqu'un voulait quelque chose et il s'est mis à prier pour que la pluie tombe. Lorsqu'il prie, il demande à son serviteur, va voir si la pluie arrive. Pendant 7 fois, il le fait partie, il n'y a rien. Et la 7e fois, son serviteur vient lui dire, ah, je vois un tout petit nuage. Il a dit, ok, je pense que c'est bon, la pluie va arriver. Pendant des siècles et des siècles, cette hommes se sont battus. D'autres ont perdu leur vie, d'autres ont été embastés, d'autres ont été tués, etc. Humiliés, dont tout, 27 ans de... Peu importe. Mais petit à petit, il y a eu des droits qui ont été acquis. Nous continuons encore ce combat. Nos enfants vont continuer. Et des droits, et des droits, et des droits. Mais c'est parce que nous partons encore. Souvent, il n'y a rien. Nous partons encore. Et parce qu'il n'y a rien. Jusqu'à ce que nous voyons ce petit nuage qui annonce la pluie. Moi, personnellement, je pouvais rester aussi dans ma maison comme tout le monde. J'ai mon petit argent. Je ne suis pas riche, mais je ne crève pas de dalle. J'ai mon petit argent, une petite vie simple. Je vais prier pour avoir un mari, pour avoir les petites choses de la vie. Je ne me... Tranquillement. Mais lorsque on voit l'injustice, lorsque on voit que un peuple est bafoué depuis 7 siècles, lorsque ce peuple ne revendique qu'un simple droit à être égal à un autre, je me dis que je ne peux pas rester dans mes lauriers et être spectatrice. D'où mon combat aujourd'hui. Ce que je peux apporter, c'est de lire quelques thèses juridiques et faire ce que je peux. D'autres le feront de façon... C'est ça le dynamisme. Se mettre au service des autres pour une cause. D'accord. Moi, je remercie Malik Djigui pour ça, de m'avoir permis de m'exprimer. Je remercie parce qu'au cours de cette lutte, j'ai rencontré des personnes. Il y a des CD de l'Amazon tu peux présenter. Voilà, voici qui fait... le CD de Maëliba. Maëliba. J'imagine que c'est sur la plateforme de téléchargement iTunes. On va le mettre à très bientôt. On va le mettre très bientôt. Ça vient juste de sortir et elle va faire un showcase. Donc, le vous avez 22 des mars. liens YouTube et tout ça que nous mettrons volontiers sur Malik Djigui. Voilà. On invite Malik Djigui le 22. Le 22 mars. C'est un showcase. C'est un showcase à Montreuil. D'accord, avec plaisir. Voilà, très bien. Je remercie tout le monde. Général de Gaulle. 17 places du Général de Place Gaulle. du Général de Gaulle. À Montreuil. À montrer tous ceux qui sont dans la région parisienne, vous y êtes Voilà. invités. De 19h à minuit. De 19h à minuit à Montreuil. Très bien.
Je vous remercie tous d'avoir suivi et d'y avoir participé. J'espère que cette légère contribution juridique a permis d'éclairer Louis et effectivement et a permis d'ouvrir les yeux de certains sur ce qui se trame à la CPI. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition pour tout conseil juridique. C'est nous que vous remercions. Et bientôt, nous allons avoir un point juridique pour les nombreux sans-papiers africains. Avec plaisir. Juste à tout ça, ça fait partie des causes. Ce Mali Djigui. Donc, c'est un combat. Ainsi que d'autres questions juridiques qui afférentes. Qui est afférent. Et bon, je parle le français. Un petit mot en bambara. Oh mon Dieu, je ne parle pas du Ami Sogoma. Voilà, ça je peux le dire. Mais dans ma langue, on dit Ayoka. Ayoka. Votre langue c'est? Je suis Dida. Dida. Voilà. Quelle partie de la Côte d'Ivoire? C'est, on appelle ça la Côte. C'est le parti centre-ouest comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. C'est votre fidèle serviteur Abdoulaye Ba en compagnie de la charmante Marie-Paul, de la charmante ma sœur à moi, Maïli Ba. Donc procurez-vous de son CD. Et c'est du très bon son. Ils peuvent appeler Mali Djigui aussi. Donc si vous voulez le CD, c'est un bon son reggae. Oui. Donc nous faisons un clin d'œil à un reggaeman malien qui s'appelle Ras Castro aussi. À l'occasion, on vous présentera. Très bien. Je vous remercie tous, merci d'avoir suivi et à très très bientôt. Merci à toute l'équipe Mali Djigui du Mali, Marseille et Paris.